Comment peut-on encore espérer gagner des combats écologiques alors que le nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, mais aussi le Parlement européen, sont dominés par la droite et l'extrême droite ? Allemagne, Italie, Autriche, l'extrême droite a réalisé une nette percée dans plusieurs pays aux élections européennes ce dimanche. C'est la question que de nombreuses personnes se posent. Car nous vivons un paradoxe terrifiant. Alors que les impacts du dérèglement climatique sont de plus en plus violents et meurtriers, les réponses politiques sont de plus en plus faibles, voire anti-écologiques. Au du choix de cette équipe gouvernementale, il n'y a plus de secrétariat en charge de la biodiversité. Nous assistons à une offensive sans précédent pour criminaliser les activistes. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la Terre Et décrédibiliser leurs discours. C'était le premier pas vers l'écoterrorisme. Vous avez eu raison de parler d'écoterrorisme. Ils souhaitent une société quasi communiste. Or, le communisme, ça a été une catastrophe sans précédent pour la planète. Dans ce contexte, comment ces activistes écologistes, mais aussi les citoyennes et citoyens, peuvent continuer de mener cette bataille de David contre Goliath ? Pour répondre à cette question, j'ai voulu inviter Claire Nouvian, fondatrice de l'ONG Bloom, qui se bat depuis 2005 pour la défense de l'océan. C'est une des rares ONG à avoir obtenu plusieurs victoires majeures ces dernières années, notamment face au lobby de la pêche industrielle. Des victoires au niveau européen, sur l'interdiction de la pêche électrique. On est 18 organisations de pêcheurs et d'ONG à demander à la Commission européenne de retirer tout ce qui concerne la pêche électrique de sa proposition de règlement. Quand on n'a plus de représentation politique, on se tourne vers les citoyens. Ou encore sur l'interdiction du chalutage en eau profonde. La réalité amère de cette pêche profonde, c'est que c'est nous qui finançons les destructions des océans profonds. L'ONG Bloom est devenue l'une des ONG les plus craintes par les politiques aujourd'hui, parce qu'elle a réussi à identifier des stratégies pour faire face aux lobbies économiques et industriels qui les influencent sans cesse. Alors quelle est cette recette ? Quels sont les prochains combats à mener ? Et pourquoi est-il encore possible de gagner ? Réponse dans ce nouvel entretien Blast avec Claire Nouvian. Claire Nouvian, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Merci de m'avoir invitée. Alors, vous êtes une des figures du combat écologiste en France. Vous êtes fondatrice de l'ONG Bloom pour la défense des océans. Vous avez reçu le prix Goldman pour l'environnement, qui est un peu considéré comme le prix Nobel de l'écologie en 2018. Et depuis 2005, vous vous battez avec votre ONG pour l'océan. Vous avez obtenu, après des années de lutte, l'interdiction du chalutage en eau profonde en 2016, l'interdiction européenne de la pêche électrique en 2019, ou encore un début de victoire sur l'exploitation minière des fonds marins. On pourra peut-être y revenir. Mais j'aimerais commencer avec l'actualité, parce que vous êtes beaucoup mobilisé avec votre ONG et à titre personnel pendant les élections européennes, mais aussi pendant les élections législatives récemment. Ma question, c'est dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes en cette rentrée politique alors que l'écologie est de plus en plus invisibilisée avec un nouveau gouvernement qui signe clairement un retour en arrière ? C'est une bonne question. On a presque envie de rester en surface et de surfer les eaux de surface, ce genre de questions, parce que j'ai pas envie de plomber l'ambiance, j'ai pas envie de plomber les auditeurs et les auditrices. Le moral est dur à tenir pour les troupes. Je pense que je me demande même par un moment si on ne devrait pas commencer à s'occuper de la santé mentale des écologistes au sens militant. Parce que quand on a connaissance et conscience des phénomènes à l'œuvre, on se dit que donc le seul constat qu'on puisse vraiment faire, qui soit objectif, rationnel, chiffré, c'est que l'humanité a décidé de se saborder, en fait. Voilà. Et c'est peut-être ça notre trajectoire. L'histoire de notre présence sur Terre, c'est que on a transformé notre milieu. Tant qu'on n'était pas trop nombreux, c'était des transformations que les écosystèmes pouvaient absorber. Et puis avec l'accélération qu'on connaît de nos moyens de destruction, avec la révolution industrielle, cette destruction est devenue vertigineuse. Donc on est en train de dépasser les nouvelles limites planétaires, l'acidification de l'océan. Il y a une 7e limite planétaire qui serait sur le point d'être dépassée. Ouais. Et sur tout 9. ça est vertigineux, en fait. Donc, c'est vrai que ça pose une question de savoir comment nous, on place notre action, là-dedans, comment on tient le moral des troupes, comment on tient une philosophie de l'action, comment on tient une théorie du changement. On peut se dire qu'on est en train de jalonner un peu l'espace pour ce qui va se passer plus tard, c'est-à-dire un peu préparer nos mentalités, nos organisations de société, ce à quoi vous contribuez par les médias, en fait, vraiment se préparer à une société qui devra être différente. Elle sera différente. Ça, par contre, on en est sûr et certain. Il n'y a pas de possibilité de maintenir le monde tel qu'on le connaît. On a passé en 2023 l'année de réchauffement et le cap de 1,5 degré de réchauffement climatique global, qui était quand même l'objectif de l'accord de Paris d'ici 2100. Donc on sait que
Oui, après, il n'est pas encore entériné ce 1,5 degré parce qu'il sur faut une qu'il année existe entière. sur 10 ans, mais ça, c'est sûr. Oui, on Déjà. a dépassé pour la première fois. Parce qu'en sur une année. 2023, on en a parlé, du fait qu'on était déjà de façon temporaire sur 1,5, mais ça y est, sur l'année entière, on peut dire qu'on a dépassé ça. On a vu l'effondrement des puits de carbone terrestres, on a vu l'effondrement de déjà 15% des courants marins, on voit les emballements climatiques et météorologiques que ça suscite. Le Sahara est sous l'eau. Enfin, je veux dire, le Sahara est sous l'eau. Donc voilà, il y a 10 ans, on n'aurait parlé que de ça. Ça aurait fait la une de tous les médias. Aujourd'hui, on n'en parle même plus. L'Europe centrale sous l'eau, on en parle à peine. Les ouragans qu'il y a eu aux Baléares, en Sicile, qui ont fait couler des bateaux, qui ont généré des accidents humains d'ailleurs. En quelques minutes, on n'en parle plus en fait de ça parce qu'il y a trop. Donc on est bombardé d'informations. Et donc dans cet espace-là, nous on se dit que se battre, combattre, devient une hygiène philosophique de vie, une raison de vivre, déjà, à échelle éthique personnelle. Et ensuite, on pense aussi, et ça, après, c'est vraiment une question de foi personnelle, on pense que de toute façon, comme on va basculer vers un autre monde, autant commencer à inventer les modalités du monde d'après. C'est-à-dire faire société entre nous, déjà. Oui. Se reconnaître selon nos principes partagés. Continuer à assumer notre humanisme. Difficile. Aller au moment où Gaza se fait détruire, des enfants se font mutiler, se font assassiner. Garder ce principe de solidarité envers tous les migrants, pas seulement les Ukrainiens aux yeux bleus. Et donc réaffirmer ces principes, continuer à se dire en fait, le capitalisme est insensé. Je pense que vous aviez interviewé Éloi Laurent, donc tout a été dit. Enfin, je veux dire, je pense que Éloi Laurent, il a fait vraiment le travail de nous montrer à quel point il y avait une grande irrationalité dans le capitalisme, puisqu'on détruisait les fondements en fait de la société et qu'on est en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis de façon très très rapide. Donc c'est irrationnel. Ce qui est irrationnel, c'est qu'on a énormément de richesses, des richesses qu'on a quand même construites sur la base d'un pillage mondial des populations humaines et des ressources d'Afrique, d'Amérique du Sud, donc des génocides. Donc on a énormément de richesses, on a une avance technologique, industrielle, technique, intellectuelle, on est bien formé et pourtant on n'utilise pas tout ce qu'on sait pour le mettre au service de la durabilité du monde. En fait, rien d'autre que remettre ça au service de la durabilité du monde. Donc, nous, on a de la chance chez Bloom parce qu'on gagne nos combats, donc on n'est pas menacé par, je sais pas, on va dire une forme de dépression. Je pense que si je travaillais à la Caisse d'épargne, à la BNP, j'aurais vraiment envie de mourir, en fait, en me disant que ma banque, enfin, en tout cas, la BNP, ou la Société Générale, contribue en plus à la destruction du climat. Mais nous, on a la chance d'être un endroit d'action. Et l'action, ça nous soigne. C'est notre consolation universelle contre une forme de désespérance ou de perte d'énergie. Donc, on est dans l'action. En plus, il se trouve que je travaille avec des gens géniaux, donc on se marre vraiment. Mais quand même, la grande image, c'est que nous, on gagne des batailles, mais clairement, on est tous en train de perdre la guerre. Alors justement, pour venir à la grande image et à l'image politique actuelle, avec ce nouveau gouvernement, donc la question de la mer n'est plus rattachée au ministère de l'écologie, mais au ministère du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, qui est tenu par Catherine Vautrin. Et en fait, ce nouveau ministère délégué s'appelle à la mer et à la pêche. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez appris ça? Parce qu'il y a quelque chose d'un peu absurde quand même, non? C'est complètement absurde. Enfin, absurde, c'est vraiment en plus très gentil. Oui. C'est choquant, c'est aberrant, et puis en même temps, ça y est, ça a donné le curseur dès la nomination du gouvernement. Bon, ça a été clair. On avait un secrétariat d'État à la mer, à la biodiversité, et on est passé à un ministère de la mer et de la pêche. Donc, on a fait monter l'ensemble d'un cran protocolaire en passant d'un secrétariat d'État à un ministère, mais par contre, on a perdu la biodiversité, on a gagné la pêche. Et à ce poste-là, en tant que ministre de la mer et de la pêche, on a mis le maire de Lorient, qui en plus est cumulard parce qu'il garde ses autres fonctions électives. Donc, ça donne le là, en fait, sur le fond et la forme. Sur la forme, on a des cumulards, en fait. On a donc des individus qui n'ont aucun respect pour la République et pour nos institutions, la séparation des pouvoirs et le dévouement à leurs tâches. Et de l'autre côté, on a le maire de Lorient, donc c'est-à-dire le fief de résistance de la pire technique de pêche de l'histoire, c'est-à-dire le chalutage de fond qui racle les fonds, qui détruit tout, qui détruit l'environnement marin, les finances publiques, les emplois, la richesse, puisqu'en fait, c'est un gouffre financier. Le chalutage de fond, c'est une méthode de pêche qui racle les fonds. Pour pouvoir être déployé,
il faut déjà avoir énormément dépensé de carburant. Parce qu'en fait, ça pèse très lourd. Et en plus, il y a la friction qui se fait avec les fonds marins. Donc, on rajoute de la friction physique, donc de la résistance physique, à des engins qui, par eux-mêmes, sont déjà lourds. Et donc, qui sont structurellement dépendants des aides au gasoil, qui sont donc payées par l'argent public. Donc, les richesses que vous produisez avec tous les donateurs de Blast, et vous allez payer des impôts à titre personnel ou au titre des impôts sur la société, cette richesse-là, la production de richesse que vous allez générer par votre travail, on va prendre cette richesse-là et on va alimenter un secteur qui, lui, est déficitaire structurellement, est en faillite, le chalutage est en faillite, et on prend cette richesse pour aussi détruire d'autres richesses, les richesses biologiques, les richesses climatiques, les fonds marins, les espèces marines et tous les écosystèmes qui non seulement abritent de la biodiversité, mais stockent du carbone gratuitement. Donc en fait, on détruit tout avec la production de richesses faites par le travail des Français et des Françaises. Voilà, c'est ça le ministère. Le nouveau ministère qu'on a, sa feuille de route, c'est de maintenir la recette du désastre et puis de mettre un coup de carrément pelleteuse industrielle maintenant à la tombe qu'on est en train de creuser. Et justement, vous l'avez dit au début, tout cela arrive dans un contexte qui est particulièrement alarmant sur justement la question de l'océan, parce qu'on sait que depuis 1 an, par exemple, les eaux de surface des océans du globe atteignent des températures qui n'avaient jamais été enregistrées auparavant. La Méditerranée a subi une nouvelle canicule marine cet été, et sans parler de l'effondrement de la biodiversité marine. Quelle marge de manœuvre vous pensez avoir avec Bloom justement sur toutes ces questions face à ce gouvernement et face à ce ministre, donc Fabrice Loher, qui va être délégué donc à la mer et à la pêche? La marge de manœuvre, je pense que je pense qu'on en a beaucoup. Je pense qu'on est l'ONG la plus importante de France sur la question de l'océan, et même une des ONG les plus grandes en Europe sur la question de l'océan. L'océan est donc, je le rappelle juste parce on est des animaux terrestres, hein, donc on a quand même un prisme très terrestre, et on a quand même vraiment tendance à oublier qu'on est sur une planète toute bleue et que plus de 97% de l'eau sur Terre est contenue dans l'océan, et que donc l'océan est le principal régulateur thermique de la planète. Sans l'océan, on ne peut pas vivre sur Terre. Il ferait beaucoup trop chaud par endroit et beaucoup trop froid à d'autres endroits. Donc, la répartition de la chaleur au niveau global, elle se fait par l'océan. L'océan capte 1/3 de nos émissions de CO2 jusqu'à aujourd'hui, et il a déjà absorbé plus de 90% de nos excédents de chaleur. Donc en fait, on est tous directement tributaires pour notre survie de l'océan. Et c'est pas du tout reconnu comme tel. Donc on est, par exemple, les ONG qui s'occupent de l'océan sont les moins bien financées de toutes les ONG, de toutes les associations. Donc on a des moyens qui sont minimes par rapport à l'enjeu qu'on représente d'un point de vue climatique et d'un point de vue de préservation de la biomasse et des abondances d'animaux marins dans l'océan, pour des raisons philosophiques et éthiques, de se dire les animaux ont le droit d'être là, cette diversité extraordinaire a le droit d'exister, mais aussi parce qu'un dauphin vivant et une tortue vivante et un requin vivant et un thon vivant qui vont vivre leur vie entière manger en fait des animaux qui vont participer à la captation du carbone et qui vont mourir, ces grands animaux qui vont mourir de leur belle mort naturelle, vont atterrir sur le fond marin, les sédiments, peu importe en fonction de là où ils se trouvent, ça peut être très profond, ils vont être ensevelis avec le temps. Donc la pompe à carbone qui est biologique est la seule pompe à carbone qui permette un stockage sur des millions d'années, parce qu'à terme, cette matière organique se transforme en dépôt pétrolifère. Donc si on veut régler le problème du dérèglement climatique, il faut bien associer l'océan, d'une part, et un océan en bonne santé, avec des abondances animales. Donc, restaurer, régénérer la santé de l'océan qui se porte vraiment très mal. Donc, dans cet espace-là, on pense qu'on est très efficace à être très craint. On a pas mal de retours sur le fait qu'on est l'ONG la plus crainte de France du gouvernement. Oui. Ouais. C'est une grande source de fierté. Et donc, on continue à faire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire notre financement qui est totalement indépendant des subventions publiques nous permet d'avoir une liberté de ton que très peu de gens ont. Et notre spécificité, c'est de fonctionner comme un institut de recherche. En fait, la plupart de nos collaborateurs sont des chercheurs qui ont des spécificités en biologie, en océanographie, en halieutique, enfin différentes disciplines, et donc vont poser des questions de recherche qui ne sont pas posées par la recherche publique,
puisque la recherche publique est quand même en grande partie pilotée par des instituts qui sont très proches du politique. Et donc, voilà, quand on pose des questions iconoclastes, les chercheurs se font un petit peu redresser les bretelles. Donc, nous, on arrive, on pose des questions. Donc, sur la base de notre travail d'expertise et de recherche et d'investigation, on arrive à gêner le plan du gouvernement et des gouvernements successifs, parce que franchement, ça n'a pas été brillant en France jusqu'à présent. On arrive à être vraiment la mouche du coche, ou vraiment d'arriver à mettre le bâton dans la roue de quelque chose qui, sans nous, serait encore plus catastrophique. Donc ça, c'est déjà chouette. Et en plus, on a quand même le droit. Il y a du droit. Il y a du droit environnemental en France, et il y a du droit environnemental au niveau européen. Donc on s'appuie aussi, avec nos études, notre recherche scientifique, on s'appuie sur le cadre législatif existant, le cadre réglementaire, pour aussi entamer des procédures, entamer des recours, attaquer certaines fraudes, la corruption. Enfin voilà, il y a beaucoup à faire, puisqu'il y a beaucoup de corruption dans le secteur de la pêche, qui est une immense mafia au niveau industriel. Donc on a beaucoup à faire, mais les procédures judiciaires, c'est quand même gênant. C'est gênant que le gouvernement se fasse attaquer pour conflit d'intérêts. Oui. C'est gênant pour eux. Donc ça finit quand même, on arrive à parfois gagner, quand même assez souvent, je pense. Par rapport à d'autres, on n'a pas à se plaindre de ce point de vue-là. Puis on gagne vraiment parce que les gens nous soutiennent. Enfin, c'est vraiment, chaque fois, c'est des victoires collectives. Il n'y a rien qu'on gagne sans le bruit que font les internautes, les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, ou les moins jeunes d'ailleurs. Donc on gagne collectivement. Est-ce qu'on arrive pour l'instant à obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire une feuille de route qui défend l'intérêt général? Ben non. Mais pas plus qu'on l'a pour les médias, pas plus qu'on l'a pour l'agriculture. Voilà. Pour l'instant, on a des systèmes politiques totalement inféodés aux intérêts économiques, uniquement des dominants. Donc, tant que cet état des lieux, qui est un état de corruption morale, et puis peut-être un peu de corruption aussi matérielle à l'ancienne, avec des agréments, quoi, que ce soit des promesses de carrière, de postes et de recyclage, on voit très bien où passent les anciens membres des gouvernements. Le phénomène des portes tournantes aussi, qu'on connaît bien. On est en plein dedans. Donc voilà, en tout cas, on est pour l'instant, en effet, il y a un tel maillage fusionnel entre les grands intérêts industriels, économiques et financiers et le pouvoir politique que, avec les gouvernements Macron successifs, on a quand même... on a vraiment touché le fond et on chalute. Là, pour l'instant, l'intérêt général, ça n'existe plus. Enfin, plus au niveau politique. Donc, le sentiment, en tout cas, que moi j'ai, je peux peut-être pas parler au nom de Bloom parce que j'ai pas validé ça avec toute mon équipe, mais moi, j'ai vraiment clairement le sentiment que les politiques ont fait sécession, en fait. On a parlé de la sécession des élites d'un point de vue économique depuis bien longtemps. Des écoles séparées pour les mômes, des clubs de sport séparés, des quartiers séparés, même maintenant des milices qui vont aller surveiller les quartiers des riches, etc. Mais je pense que les politiques ont aussi fait sécession du point de vue de l'intérêt général. Et ça pose donc le grand sujet de la crise de la démocratie. Et un travail d'ailleurs justement presque journalistique que vous faites, c'est aussi sur l'image que veulent se donner certains responsables politiques, parce que vous allez creuser chacun des votes qui ont été faits au Parlement européen, vous allez leur accorder des notes qui vont aussi permettre à des journalistes de les reprendre pour montrer en fait l'ineptie de certains programmes soi-disant écologiques, etc. Donc il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec les citoyens dans ce que vous faites, où c'est des informations dont on peut se saisir facilement pour aussi interpeller des ministres ou des personnalités politiques. Avant d'en arriver justement, j'aimerais qu'on revienne sur cette question des lobbies qui est essentielle. Quel est le bilan que vous faites rapidement des différents quinquennats d'Emmanuel Macron? On est sur le deuxième. Vous avez créé Bloom en 2005, donc vous n'avez pas que connu Emmanuel Macron comme président. Vous faites quoi comme bilan justement de sa politique écologique et sur la question de l'océan? Oui, alors un bilan écologique, c'est vrai qu'on a envie de se demander, y a-t-il un bilan écologique d'Emmanuel Macron? Emmanuel Macron et son entourage, ils n'ont rien compris aux priorités, ils n'ont aucune culture scientifique. S'ils en ont une, de toute façon, elle est écrasée par leur conflit d'intérêts toute la journée entre leur carrière, leur gestion des affaires publiques, comme si c'était un grand portefeuille privé qui se gère entre amis. À chaque fois, en fait, qu'on a un nouveau président, je me dis, on va plus bas. Est-ce possible d'aller plus bas? Et là, on se dit, il y a Trump. Puis après Trump, on a Javier Milei en Argentine. Et là, on se dit, en fait, ouais, c'est dingue, on peut aller toujours plus bas. En fait, carrément, Javier Milei qui a des chiens. Ces chiens sont ses conseillers. Enfin, des fous, en fait. Donc, je me dis, on n'insulte pas l'avenir. On est capable peut-être de faire encore plus fou. On peut aller vers l'extrême droite d'ici peu de temps, etc.
Quand on regarde en fait le bilan, par exemple, des députés européens qui étaient sous la bannière La République en marche, donc le groupe qu'ils ont fondé qui s'appelle Renaissance, Renew, Oui. au niveau du Parlement européen, ils ont une note à peu près honorable. En fait, donc sur le papier, c'est pas aussi horrible que la droite conservatrice, les Républicains ou l'extrême droite qui touche le fond avec des 3 sur 20, 4 sur 20. Quand on regarde le groupe Renew, les députés ont voté à peu près à 11 sur 20. Donc on se dit, ça va, c'est à peu près honorable. Alors, rien à voir avec évidemment les groupes de gauche qui ont des notes qui se situent entre 14, 15 et jusqu'à 19 ou 20 pour les écolos. Mais quand même, derrière cet affichage qui est à peu près correct, on trouve exactement tout le problème qu'on a avec les députés En Marche. C'est qu'ils ont un petit peu préservé parfois leur réputation en venant au dernier moment voter sur des votes qui vont être pris en compte, notamment pour les notations qui vont être prises en compte par les évaluations des ONG. Ils vont se mettre du bon côté du manche à un moment donné. Mais ils vont pas se battre, en fait, pour justement... Alors, non seulement ils se battent pas les pour, sujets. mais en fait, c'est bien pire que ça. Nous, on aime le quantitatif. Donc, des votes pendant 5 ans de mandat d'un député ou d'une députée européen ou européenne, ça permet quand même de savoir, de donner une tendance. Est-ce que ces gens-là ont voté en permanence contre toute forme de réforme agricole, de restauration des écosystèmes, de préservation du climat ou je ne sais quoi, ou est-ce que quand même, parfois, ça va à peu près. Et la stratégie des députés macronistes, ça a été de préserver le minimum syndical, mais en ayant fait beaucoup de dégâts avant les votes finaux. D'accord. C'est-à-dire que ce qu'on ne voit pas apparaître, c'est le travail en commission, avant même que le vote passe en vote en plénière. Et en commission, ils ont toujours abaissé au maximum les normes. Donc en fait, je pense qu'ils sont purement libéraux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment ce credo profondément ancré en eux que faut pas d'État. Faut pas d'État. Il faut enlever l'État, il faut enlever les contraintes et que laisser faire les humains, ils s'organisent. On va dire, non, en fait, laisser faire les humains, on détruit la biosphère, on détruit les fondements du vivant. Donc non, on va pas laisser les humains faire. Il faut créer de la contrainte. Et donc, ils ont une espèce de credo d'aucune contrainte. Et en fait, derrière ce credo d'aucune contrainte, c'est tout à fait téléguidé par des lobbies industriels, que ce soit de la pêche, de la pharmacie, de l'agriculture intensive. On voit très bien qui sont les gagnants dans l'absence de contraintes. Ce sont ceux qui ont un intérêt financier à détruire la planète. Voilà, c'est tout. Donc, en fait, ils œuvrent en permanence pour les lobbies. Mais ils le font plus discrètement que certains. Les Républicains, par exemple, ils y vont... Oui, non, mais alors, plus évident. Ils vont pas avec le dos de la cuillère, quoi. Donc, c'est cash. Alors que, voilà, les macronistes, ils sont comme ça entre deux eaux. Mais quand on regarde maintenant un peu plus précisément sur l'océan, là, les notes s'effondrent quand même. Globalement, c'est vraiment pas la joie. Et en plus, la politique globalement de Macron sur l'océan, ça a été un immense désintérêt pour cette affaire. Puisqu'il n'a rien compris aux enjeux, donc il n'a pas compris que c'était un animal dépendant directement de l'océan, lui comme les autres. Un immense désintérêt pour l'océan, sauf quand l'océan peut représenter une opportunité de marketing politique pour redorer son blason. Et voilà. Et donc très peu de temps avant la présidentielle, il avait organisé ce One Ocean Summit, qui a été globalement un échec d'un point de vue protocolaire, c'est-à-dire qu'il y a eu très peu de chefs d'État, et puis en plus, c'est des chefs d'État... genre Égypte, etc., à côté desquels on n'a pas forcément envie de s'afficher. Mais donc, ça a été globalement un échec d'un point de vue diplomatique. Mais lui, ça lui a permis d'avoir tous les micros tournés vers sa personne pour faire des annonces complètement bidons, donc totalement mensongères, et notamment de dire que la France protégeait plus de 30% de son espace maritime. Dans ce cadre-là, on a l'objectif de 30%. On l'avait fixé pour la France aussi. Je voulais vous annoncer aujourd'hui que nous avons dépassé l'objectif de 30% cette année grâce au décret qui a été signé ce matin et qui permet l'extension de la réserve naturelle des terres australes françaises, ce qui permet d'atteindre 33% de la superficie française classée en aire protégée. Et là, évidemment, c'est à ce moment où j'avais réagi, j'avais écrit une tribune dans Le Monde pour dire, non, on va quand même arrêter les mensonges. Je veux dire, qu'il fasse du marketing politique sur la base de l'océan, ou c'est son choix, mais qu'on mente à ce point-là, il faut quand même arrêter, il faut être un tout petit peu sérieux. La France ne protège que 0,1% de son espace maritime, même moins. C'est un petit peu moins, c'est 0,005% quand on regarde la façade atlantique, et 0,094% en Méditerranée. Donc, c'est rien, c'est des confettis. En fait, quand vous regardez les vraies aires marines protégées sur une carte et que vous dézoomez,
vous voyez plus, en fait, c'est tellement petit qu'on ne les voit pas, ils n'apparaissent même pas. Donc c'est un immense mensonge. Même les aires marines dites protégées en France ne sont pas protégées. Ce que le gouvernement fait très clairement, c'est protéger les chalutiers et le secteur de la pêche industrielle. Il ne protège pas le climat, il ne protège pas la biodiversité, il ne protège pas les citoyens, il ne protège pas nos finances et les finances publiques, il ne protège pas le budget de l'État, il protège uniquement les intérêts des chalutiers industriels. Donc, la bande de Lorient et de Boulogne-sur-Mer. C'est quelques armateurs qui ont partie liée avec la grande distribution et qui ont une espèce de deal avec la grande distribution, donc Carrefour, Auchan, Système U, Leclerc, Intermarché, achètent des grands volumes de poissons, pas cher du tout, puisqu'on a financé le poisson. Donc, ils l'achètent pas cher et ils en font du volume industriel sur leur chaîne industrielle. Donc, on paye à la grande distribution du poisson pas cher sur le dos de la destruction de la planète. Si on revient un tout petit peu en arrière désormais, c'est en réalisant des documentaires, notamment pour France 2, que vous avez découvert en fait la faune des abysses et c'est à ce moment-là que vous comprenez à quel point ces écosystèmes ils sont dévastés par les industriels de la pêche alors qu'ils constituent un des plus grands réservoirs de biodiversité de la Terre. Et donc vous décidez de fonder l'ONG Bloom pour les défendre. Et c'est à ce moment-là que vous prenez conscience, vous en avez parlé, du poids des intérêts privés et des lobbies sur le pouvoir politique. C'est un peu le cœur du problème et finalement, quand on parle des questions écologiques, on n'en parle pas forcément systématiquement. Comment est-ce que vous expliquez ça et justement, quelles sont les recettes en quelque sorte que vous avez réussi à trouver avec le temps pour arriver à arracher des victoires face à ces lobbies, parce que vous y arrivez? Alors, la façon dont fonctionne ce secteur, en fait, le secteur de la pêche, qui est quand même un minuscule secteur d'un point de vue des chiffres, c'est moins de 0,1% du PIB. Et les gens s'imaginent que c'est bien plus important que ça parce qu'on lui donne une importance, notamment dès que quelques pêcheurs chalutiers industriels se mettent à cramer un pneu ou se mettent à, mettre du bazar dans un port de pêche. Toutes les caméras des JT de France sont braquées sur eux comme s'il y avait un enjeu essentiel en termes d'emploi, en termes sociaux et en termes de souveraineté alimentaire. Alors, pas du tout. Il se trouve que le secteur de la pêche a détruit l'océan et du coup, c'est vrai qu'on a aujourd'hui détruit la possibilité même de nos propres captures. Donc, on a détruit l'économie du secteur, comme des grands, tout seuls. C'est eux qui l'ont fait. C'est pas nous qui l'avons fait, c'est eux qui l'ont fait. Donc, les lobbies, en fait... ils sont organisés au niveau de Bruxelles notamment, mais évidemment que les intérêts industriels, on les trouve de Bruxelles, en passant par Paris, en passant par les régions et jusqu'au niveau local, notamment avec des ports de pêche industriels comme Lorient et Boulogne-sur-Mer. Mais évidemment, on peut le faire remonter dans le sens inverse, où à partir des intérêts locaux, on peut remonter cette chaîne. Et donc, on voit toujours les mêmes individus. C'est un tout petit groupe d'individus, c'est toujours les mêmes, ça fait 30 ans qu'ils sont là. Ils ont des noms bien connus. Olivier Lenezet, le président du Comité national des pêches aujourd'hui, qui était aussi, avant qu'il ne devienne président du Comité national, était président du Comité régional des pêches de Bretagne et a une quinzaine de mandats ou plus même. Donc, c'est toujours les mêmes, ils sont omniprésents et ils ont infiltré l'ensemble des organes de décision et d'influence politique. Et donc, ils sont surreprésentés. D'ailleurs, il y a eu une étude qui avait été faite au niveau bruxellois et qui montrait que le secteur de la pêche était surreprésenté par rapport à ce que ça pesait en termes d'intérêt économique ou d'emploi. Eh bien, ils ont l'oreille des décideurs. Ils arrivent à être dans toutes les institutions. Ils sont à la Commission européenne. Ils ont leurs députés dans la commission pêche du Parlement. Donc, le Parlement a plusieurs commissions, une vingtaine de commissions. Il y a une commission sur la pêche au Parlement européen. La plupart, mais de très très loin, la plupart des députés sont très proches du secteur de la pêche. Et en fait, ils viennent de circonscriptions qui sont des circonscriptions maritimes où il y a des enjeux industriels. Et donc, évidemment, qu'on peut imaginer qu'il y a des renvois d'ascenseurs, que les carrières se font parce qu'on s'est appuyé à celui qui avait la possibilité de faire votre carrière. Et non pas au pêcheur artisan qui ne représente que lui-même ou éventuellement un groupe de pêcheurs, mais peut-être 7, 10 au niveau local. Et n'a pas de puissance financière, n'a pas de temps pour faire de la représentation politique, donc ne connaît personne, ne peut pas placer ou faire la carrière d'un individu qui va représenter ses intérêts. Ils n'ont pas de perspective à offrir, ni en soutien politique, ni en soutien financier, ni en soutien de carrière, rien en fait.
Et vous savez que le Qatargate, je le dis quand même parce qu'il faut le savoir et le retenir, le Qatargate, que tout le monde a bien en tête, là, le scandale il y a un peu plus d'1 an, des sommes d'argent qui avaient été payées aux eurodéputés pour qu'ils redorent le blason du Qatar au Parlement européen et avec des valises de cash. Hein, on a vraiment des billets de banque par centaines de milliers d'euros. La police belge qui enquêtait sur ces scandales de corruption, en fait, cherchait un scandale à l'origine d'accords de pêche entre le Maroc et l'Union européenne. Oui. Et ils sont tombés sur le Qatar. Ils sont tombés sur le scandale du Qatar. Mais eux, ils cherchaient déjà une affaire de corruption avec des décideurs européens qui étaient déjà surveillés par la police parce qu'il y a des questions de corruption. Donc voilà. Alors justement, vous vous êtes battu beaucoup au niveau européen. Est-ce que aujourd'hui vous avez réussi à identifier une forme de recette qui fonctionne pour faire face à ces lobbies qui sont extrêmement puissants en étant juste, enfin, j'ai envie de dire juste une ONG et 10 citoyens, mais en fait justement ça peut être énorme. Je ne sais pas si on a une recette qui marche, mais imaginons que si on avait une recette qui marchait, ce serait une recette qui part d'un travail de recherche très sérieux. Tout ce qu'on dit est en béton armé. On tape fort, hein, on n'y va vraiment pas de façon très subtile. On dit les choses comme elles sont. Elles sont immensément problématiques. Pour pouvoir avoir cette prise de parole aussi forte et aussi verte sur les questions de pêche, ça veut dire qu'on repose sur des enquêtes qui sont solides ici. Personne ne peut nous attaquer. S'ils nous attaquent, ça ouvrirait en fait carrément la boîte de Pandore de tous leurs méfaits. Donc, ils se tiennent bien tranquilles. D'une part, donc de la recherche ultra solide, des investigations en béton armé. Et ensuite, on trouve des appuis politiques qui ont encore un sens de l'intérêt général et qui comprennent qu'il y a vraiment des enjeux qui ont des implications, pour le coup, vitales pour l'humanité. Et donc, on arrive à les convaincre qu'il faut déposer des amendements ou transformer nos enquêtes en proposition de loi ou en résolution ou en je sais pas quoi. Donc, on trouve des alliés politiques et ensuite, on fait intervenir le grand public. Et on met en narration publique les enjeux qui vont se décider dans telle ou telle institution ou dans telle ou telle arène. Et les gens sont très réactifs. Et je pense que les citoyens n'ont pas conscience de ça, en fait, parce que quand on est derrière son téléphone et qu'on fait son petit truc Insta, on le fait sans doute parce qu'on va interpeller un ou une ministre ou un député. On interpelle et puis certains lâchent vraiment pas l'affaire. Alors nous, ce qu'on adore, c'est les citoyens ou les citoyennes vraiment persévérants et qui vont jusqu'au bout de la démarche de dire non, désolé, votre réponse, parce que les politiques sous pression font des réponses, disent non, ça va pas, en fait, et qui suivent vraiment techniquement les dossiers et qui vont vraiment rentrer dans une conversation pour ne plus laisser d'espace à la mauvaise foi. Et en fait, pour l'instant, ça a vraiment marché. En fait, tous nos combats, on les a gagnés comme ça. Oui, donc à la fois sur la pêche électrique et sur le chalutage en eau profonde, ça a été la recette que vous avez en utilisée. fait, je pense que les gens nous font vraiment confiance parce qu'ils savent qu'on est une ONG très experte. Nous, on dit toujours qu'on est une ONG de geeks. C'est vrai qu'on est vraiment des geeks. On est tout le temps sur nos ordis à faire des calculs avec des data scientists qui regardent le tracé des navires. Voilà. Donc, on est un peu des geeks. Mais donc, les gens nous font confiance parce qu'on est des geeks. Parce que ce qu'on dit, c'est ultra cadré. Et donc, ils se disent que si on dit que vraiment la pêche, ça représente que, je sais pas, le chalutage de fond est responsable de 90% de l'abrasion des fonds marins causée par la pêche en France, qu'en fait, le passage des chaluts sur les fonds marins en France, ça équivaut en surface abîmée chaque année à 600 000 km². C'est 711 bateaux. Non, mais vous vous rendez compte, 711 bateaux génèrent une déforestation sous-marine qui représente plus que la taille de l'Hexagone chaque année. Donc nous, quand on dit ça, mais ils savent que c'est en béton armé. Donc, en fait, il y a cette confiance. Oui, et c'est là où vous montrez aussi le poids de l'information, des chiffres qu'on a tendance à oublier. Bien sûr. Ça, c'est mon passé de journaliste qui reprend le dessus. Et puis, je suis entourée de chercheurs chez Bloom et de chercheuses excellents qui ont ce sens vraiment de la rigueur. Et ça nous donne une force de frappe, en fait, dans les institutions. On a des relais médiatiques, on a des relais citoyens qui sont vraiment forts et qui nous permettent parfois de gagner le combat. Après, la configuration du Parlement européen, maintenant, elle a vraiment changé. Oui. C'est-à-dire qu'avant, on peut dire que le groupe macroniste qui faisait qui était le groupe central qui permettait les bascules, en fait, qui faisait donc gagner ou perdre les voix dans un vote. Oui, qui étaient aussi les députés avec lesquels vous alliez négocier, vous alliez essayer de convaincre. Sous pression, ils finissaient par se dire que ça leur coûtait cher
en réputation, en fait, de faire n'importe quoi et d'être au service des lobbies. Donc, on mettait ça en lumière. Les citoyens les interpellaient et finissaient quand même par se dire que c'était pas une bonne idée de continuer à s'enferrer, en fait, dans la voie du désastre. Donc, on arrivait à gagner des votes comme ça. Mais maintenant, ce groupe a quasiment disparu. Donc, on a une majorité de droite, extrême droite, qui est quand même très claire. L'Europe a vraiment voté de façon très conservatrice et évidemment de façon extrémiste, ce qui fait qu'aujourd'hui, on va être face à de la pure corruption, mauvaise foi, idéologie destructrice. Et on voit déjà aujourd'hui que tout le pacte vert est de plus en plus détricoté, enfin que ça commence, quoi. Oui, puis on a vu Ursula von der Leyen annoncer qu'on allait changer le statut de protection du loup. Voilà, premier acte, quoi. Nouvelle commission, on attaque le statut de protection d'une des espèces les plus menacées d'Europe. On va être sur des enjeux qui vont être pénibles alors qu'ils sont vitaux. Ça va être des relations qui vont être compliquées. Et nous, on appelle pour le coup vraiment, pas juste aujourd'hui ni demain, mais aujourd'hui, demain, après-demain et après-après-demain, tout le monde à prendre conscience de l'importance de demander aux décideurs européens de rendre des comptes et de comprendre que les 5 ans de mandat qui viennent seront océaniques ou ne seront pas, pour reprendre la formule d'Emmanuel Macron qu'on a bien tous connu. Et en fait, on est quand même parti sur un mandat qui s'annonce plutôt mal. Donc, on peut inverser la tendance, mais il faut vraiment que tout le monde s'y mette. Vraiment, tout le monde doit s'y mettre. Il ne faut plus leur laisser d'espace. Donc, tout le monde doit s'occuper de politique. Donc justement, vous avez aussi lancé cette année une coalition citoyenne pour la protection de l'océan avec près de 300 ONG, mouvements, collectifs, fondations, entreprises et personnalités engagées pour que la France transforme profondément son rapport à la mer avec 3 mesures urgentes, donc d'interdire le chalutage dans les aires marines dites protégées, arrêter d'abreuver en subvention publique les méthodes de pêche destructrices et essayer de flécher ces financements vers la transition du secteur de la pêche et la protection de l'océan. Et la 3e, protéger les écosystèmes et les pêcheurs côtiers en excluant les navires industriels de plus de 25 mètres. Il y en a 15 en tout. Et vous comptez justement aller au Parlement européen pour faire valoir cette coalition citoyenne aussi au niveau européen. Alors, c'est des ONG, c'est des mouvements, c'est des activistes, c'est aussi quelques entreprises, il y a même des labels de musique. C'est vraiment une coalition citoyenne très large de gens qui ont compris que, en fait, c'était pas si compliqué de défendre l'océan et qu'en fait, même, ça avait un intérêt pour nous tous, même d'un point de vue économique. Et donc, on a réussi à travailler sur ces 15 points qui sont 15 mesures qui règlent le problème. Donc, en fait, c'est pas si impossible que ça. On peut commencer tout de suite en prenant, en effet, l'argent, donc les centaines de millions d'euros qui sont donnés au secteur de la pêche, ne serait-ce qu'en France chaque année. Il y a de l'argent public qui est donné directement et indirectement par le biais de la détaxe sur le gasoil, par exemple. On prend cet argent et au lieu de continuer à financer la destruction de l'océan et du climat et des emplois, on prend l'argent et on les aide à sortir de ces méthodes de pêche destructrices. Donc, soit à sortir parce qu'ils sont bientôt à la retraite et voilà, on leur donne la possibilité de partir plus tôt, ou alors de se convertir. Enfin, je pense réellement à la transition, si on voulait la faire, on donnerait le curseur à écrire à une classe de CM2, ils nous font un super boulot. Enfin, je veux dire, c'est hyper rationnel. C'est un niveau de maths de CM2. Alors, on a 326 millions d'euros qui ont été donnés en 2021 au secteur de la pêche pour, en gros, faire des choses qui sont absolument désastreuses. Comment vous utiliseriez ça, sachant qu'il y a très peu de bateaux, très peu de gens qui sont concernés? Vraiment, c'est pas compliqué. Donc, c'est qu'une question de volonté politique. Et cette question de volonté politique, clairement, il va falloir au moins une coalition de 300 ONG et de plusieurs dizaines de milliers de citoyens, parce qu'il y a aussi beaucoup de citoyens dans cette coalition, pour continuer à faire pression. Et à faire pression, pas seulement sur le Parlement européen, sur la Commission européenne, sur les États membres. C'est vraiment, le Conseil de l'UE a quand même des prérogatives qui sont, le Conseil de l'UE sont donc les États membres, ils ont des prérogatives qui sont très fermées et tout ça est très opaque. C'est le Conseil de l'UE qui va décider des quotas pour la pêche, c'est-à-dire qui va décider comment on va allouer l'exploitation de cette immense ressource commune, de cet immense bien commun. Les poissons n'appartiennent absolument pas au secteur de la pêche, absolument pas à quelques consortiums industriels. Ce sont des animaux sauvages qu'on va récolter dans un environnement sauvage, qu'on n'a pas besoin de planter ni d'arroser. On va les cueillir. Ce sont des êtres libres et sauvages. Alors, on décide collectivement de savoir si on veut tous les manger ou si on veut quand même surtout ne pas les manger et les laisser être capturés par des pêcheurs qui travaillent à proximité des côtes,
qui vont permettre, pour le coup, une vraie répartition des richesses, parce qu'ils vont créer sur leur territoire une économie locale, parce qu'il y aura de plus en plus de pêcheurs artisans, alors qu'on a fait exactement le contraire. Depuis 1950, on a divisé par 5 l'emploi dans le secteur de la pêche. Et on a construit des machines de guerre, des bateaux qui peuvent faire plus de 100 ou 120 mètres, même plus, pour aller récolter le poisson. En fait, c'est des aspirateurs à poissons qui détruisent l'environnement marin et qui ont détruit les emplois. Donc, c'est des choix, en fait. On peut très bien décider de démanteler ces énormes monstres et de donner les captures disponibles d'un point de vue durable à des pêcheurs artisans. C'est pas le choix qu'on a fait et c'est pas le choix que font les représentants politiques des pêcheurs, puisque les pêcheurs artisans ne sont pas représentés politiquement. Donc, ils sont, en fait, le rouleau compresseur des chalutiers industriels. Ils passent autant sur les écosystèmes marins que sur les pêcheurs artisans. Donc, en fait, ces choses-là ne sont pas une fatalité. On peut absolument tout changer. On peut déterminer une façon de faire mieux à tout niveau. Mais ça demande clairement, ça demande au moins une coalition citoyenne. Ça demande au moins le soutien de centaines de milliers de citoyens qui s'occupent de cette affaire-là et qui disent on va plus tolérer. Et donc, s'il le faut, on boycottera le poisson industriel. Alors justement, pour revenir à ce que vous disiez au début, je vais vous poser une question qui peut paraître un peu défaitiste, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se la posent. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est encore possible d'arracher des victoires sur le front écologique, à la fois au Parlement européen, mais aussi en France aujourd'hui ? Mais en fait, moi, j'ai pas un moral qui est stable là-dessus. Vraiment, ma réponse, elle va fluctuer en fonction de mon humeur et de l'énergie que j'ai en moi. Mais vraiment, en fait. Par un moment, je me dis, mais bien sûr que ce système va craquer. Il peut pas continuer de toute façon, puisque le capitalisme a détruit la biosphère. Et donc, comme vous disiez, on est en train de dépasser toutes les limites planétaires. Donc, forcément, de toute façon, on est en faillite. Nous, d'un point de vue écologique, on est en faillite. Donc, ça va s'effondrer. Donc, de toute façon, tôt ou tard, on va gagner. On va gagner. Après, nous, on est particulièrement persévérants et les gens qui nous soutiennent et qui nous suivent le sont avec nous. Donc, on arrive à gagner un peu plus que, je pense, la moyenne des combats écologiques. Mais clairement, en fait, on a un peu un cas de figure qui est, je prends souvent l'exemple de Hong Kong, où j'ai grandi. Hong Kong a été chaluté violemment par des centaines de chalutiers qui ont raclé les fonds marins de Hong Kong, qui est quand même dans des eaux tropicales. Donc, il y avait des coraux, une diversité de poissons. C'était absolument fabuleux. Ils ont tout chaluté. Ils ont été subventionnés par le gouvernement de Hong Kong, alors qu'on est quand même dans un régime ultra-libéral. Hong Kong, avant la rétrocession à la Chine en 97, on était quand même sur du libéralisme. C'est Wall Street, quoi. C'est du dur. Eh bien, le gouvernement finançait quand même les pêcheurs de Hong Kong. Ils ont chaluté jusqu'à ce que les prises dans les filets n'excèdent pas la taille d'une pièce de 2 €. Et à ce moment-là, comme ils étaient en faillite réelle, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien à pêcher, ils ont interdit le chalutage. Donc ça, c'est exactement le modèle qu'on aimerait pouvoir éviter. On n'en est pas très loin. Nous, à force de déforester, parce qu'il faut bien se représenter que sous l'eau, on a des forêts animales. C'est pas des forêts végétales comme sur Terre, c'est des forêts animales. Sous l'eau, on a des forêts animales qu'on passe notre temps, comme je disais, à chaluter comme des fous furieux. Si on laisse ces forêts animales se reconstituer, si on laisse les murs sous-marins de moules, de bivalves, les herbiers faire ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire créer de la biodiversité, créer de la richesse, stocker du carbone, ça crée de l'abondance. En fait, tout le monde gagne. En fait, on a tous à gagner. Et pour restaurer et régénérer, ne serait-ce que la dynamique économique et sociale dans le secteur de la pêche, et notamment artisanale, il faut passer par la protection de l'environnement. On n'a pas le choix. Il faut passer par des aires marines protégées. Donc, c'est comme vraiment la gestion de son argent. Si on a un capital de 100 et qu'il pourrait donner 1 chaque année et qu'on mange tout, après, on n'a plus rien. Eh bien, les pêcheurs ont exactement fait ça. Mais les pêcheurs artisans sont les victimes aussi collatérales de ces systèmes absurdes. Les pêcheurs industriels, ils sont mobiles puisqu'ils ont des énormes unités de pêche. Donc, eux, ils ravagent tout proche des côtes. Ensuite, ils vont plus loin. Ensuite, ils vont plus profond. Et puis ensuite, ils vont encore plus loin. Et maintenant, ils sont en train d'aller dans le cercle polaire. Donc, on va maintenant un bateau de pêche. On peut faire le lien avec l'extraction fossile, avec la déforestation. Enfin, c'est toujours le même processus. Oui, toujours. Et en fait, donc, on paye leur note de carburant qui détruit le climat de façon directe et en plus qui resuspend le carbone qui est stocké dans les sédiments. Donc, il y a le problème des émissions directes de ce secteur, mais il y a aussi le fait qu'en passant sur les fonds, on resuspend du carbone qui est stocké naturellement. Donc, chaque année, on remet en suspension 370 millions de tonnes de CO2
qui était englouti, qui aurait dû y rester chaque année. Donc c'est complètement fou en fait ce qu'on fait. J'ai par moment le sentiment que le système du secteur de la pêche est en faillite, donc cette faillite va advenir. Aujourd'hui c'est une faillite économique, demain ce sera une faillite écologique totale et sociale. Donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait parce qu'on est vraiment pas très loin. Ce qu'on essaye de faire nous, c'est de protéger au plus vite le climat et donc les écosystèmes, parce que le GIEC a bien identifié qu'il y avait 2 grands leviers pour régler le problème du changement climatique. 1, réduire les émissions, investir dans les ENR et les énergies renouvelables. 2, protéger les écosystèmes. Oui. Et donc, protéger l'océan, c'est une façon ultra efficace de protéger le climat et de permettre sa stabilité. Donc ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose qu'on essaie de faire, c'est d'empêcher la disparition du secteur de la pêche artisanale. Oui. Mais il est possible, il est plutôt probable qu'on échoue. Et le secteur artisan n'est même pas lui-même très stratégique dans cette affaire, parce qu'il se met dans la roue du secteur chalutier. Parce que le secteur chalutier a réussi à les embobiner complètement, en leur disant « nous avons un destin lié. Si vous, les petits pêcheurs artisans qui pêchaient avec des méthodes de pêche hyper sélectives, hyper propres, vous ne vous associez pas à nos propres intérêts de chalutiers qui défonçons toute l'année, vous allez disparaître parce que vous allez perdre vos criers. » Donc, ils ont réussi à les embobiner, en fait, complètement. Donc, le secteur de la pêche est aujourd'hui dans un état de destruction politique qui est vraiment totale. Donc, je pense que nous, on n'arrivera pas à sauver le secteur de la pêche artisanale s'il ne veut pas se sauver lui-même. Et puis, on va peut-être essayer aussi, nous, en attendant de sauver l'océan. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a une trentaine de chercheurs mondiaux, on a fait partie de la publication, qui ont travaillé sur est-ce qu'on peut encore sauver l'océan ? Et leur réponse, elle est très simple, c'est oui. On peut encore sauver l'océan. On peut empêcher la destruction de toute cette biomasse et de cette abondance de biodiversité dans l'océan en adoptant 11 règles d'or. Donc, ils ont travaillé pendant 3 ans à établir 11 règles d'or pour sauver le secteur de la pêche, mais surtout sauver l'océan et le climat. Donc, c'est possible. Il suffit, en fait, de les adopter. Et redéfinir justement ce qu'est la pêche durable. Ouais. Toute dernière question, en une phrase, qu'est-ce que vous diriez aux personnes qui aujourd'hui sont en colère, découragées face à la situation politique et qui justement veulent se battre sur les questions écologiques mais ne savent plus vraiment comment le faire? Je dirais, gardez votre colère, elle est saine. Ne la retournez pas contre vous, c'est pas bon pour la santé. Faites-en un moteur d'action. Engagez-vous, continuons à ne laisser aucun quartier à tous les malhonnêtes politiques qui ont quand même réussi le coup de Jarnac de nous mettre dans cette situation délirante politiquement. On se retrouve avec un parti quasiment moribond qui se retrouve à former un gouvernement. Donc ouais, utilisez votre colère. En fait, la colère est 7 fois plus génératrice d'engagement et d'action pour le climat que l'espoir. Donc si vous êtes en colère et que vous êtes désespéré, alors vous êtes mûr pour passer à l'action, venez nous voir. Merci beaucoup Claire Nouvion. Merci. C'est la fin de cet entretien, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous mets, comme toujours, plusieurs liens en description de la vidéo pour creuser le sujet. N'oubliez pas de vous abonner ou de faire un don à Blast pour soutenir un média indépendant qui résiste pour vous informer en cette période troublée. À très vite sur Blast.